go, voilà. Vas-y, let's go. Ça va être en 3 parties. Toujours une problématique. Qu'est-ce que le tourisme? Aujourd'hui, c'est vraiment général. En 3 parties, l'histoire du tourisme. Donc là, je vais juste vous raconter d'où ça vient, les formes du tourisme et les statistiques et conséquences. Alors, l'histoire du tourisme, d'accord? Là, je vais vous expliquer d'où ça vient. D'abord, faut savoir que la notion, le terme tourisme, il est vraiment récent. Mais le fait d'être un touriste, ça existe déjà depuis longtemps en fait. Avec des comportements plus anciens, comme l'attrait de la mer par les Romains, par les Grecs, ou encore quand on faisait des pèlerinages religieux. Et à l'époque, ce qui était important de savoir, c'est qu'on voyageait pas. On découvrait le monde en fait. Maintenant qu'on connaît le monde entier, surtout dans cette période-là, on va voir qu'il y a eu beaucoup d'étapes. La première fois que le terme tourisme il a été utilisé, c'était pour définir des gens qui allaient voyager à l'étranger, d'abord à l'étranger bien sûr, pendant des périodes de plus de 24 heures. Ensuite, il y a eu un tourisme durant l'époque moderne qui est apparu, qu'on appelle le grand tour. La définition du grand tour, parce que c'est un nom propre, c'est un voyage traditionnel en Europe, entrepris principalement par des jeunes hommes nobles européens. Donc ils voyageaient, tout seuls ou pas, et surtout dans deux pays en particulier, l'Allemagne et l'Italie, parce que c'est là où on avait beaucoup d'œuvres d'art, on avait beaucoup de culture à apprendre. Et en fait, ce grand tour d'Europe, il va servir à l'éducation des jeunes et des jeunes riches et des jeunes nobles pour étendre leur culture et du coup s'éveiller intellectuellement. Et en fait, à cette époque-là, le tourisme, il était vraiment élitiste. C'était vraiment les riches et les hommes. Du coup, si je retourne sur le diapo, on va voir le grand tour. Et ensuite, on va voir le début du tourisme de masse. Donc le grand tour, c'est la base. Le début du tourisme de masse, il va apparaître à la moitié du XXe siècle. On va donner un nom, du coup, le touriste. Il va plus être celui qui va se déplacer pendant 24 heures hors de son pays, mais on va maintenant l'appeler, je définis, une personne se déplaçant hors de son environnement habituel pour une durée d'au moins une nuitée et d'un an au plus. Et en fait, ce début du tourisme, il va être propulsé et boosté par l'instauration des congés payés, en premier lieu. Les travailleurs, les ouvriers, ils vont pouvoir partir avec leur famille et se déplacer, puisqu'ils vont avoir du temps libre. Le tourisme en tant que voyage, donc gros voyage, ça va rester quand même quelque chose de très luxueux pour les personnes, pour les ouvriers, etc. On va surtout voir du tourisme d'un week-end où les gens vont aller à la plage pour le week-end et rentrer, ou aller voir la famille et puis rentrer. Et aujourd'hui, le tourisme contemporain, on va le voir dans la deuxième partie. Donc c'est tout ce qui est le tourisme aujourd'hui. Bon, on va passer sur la deuxième. Voilà, il y en a 6 dans lesquels je vais développer en partie. Alors, le premier, le tourisme de masse, donc ça va être ce qu'on a décrit juste avant. Donc c'est un tourisme accessible à tous. Je l'ai vite résumé, voilà, parce qu'on en a parlé juste avant. Le tourisme d'affaires. Donc en fait, le tourisme d'affaires, ça va être du tourisme qui va entourer les voyages d'affaires. Et pendant ces voyages d'affaires, il va y avoir des activités culturelles, des activités sportives, des activités ludiques. En fait, vous faites du tourisme sur votre lieu de travail, car il est accompagné de tous ces séminaires et de toutes ces affaires, de tous ces congrès. Donc c'est un tourisme qu'on doit compter aussi, puisqu'en fait ça va générer des ressources au pays où la personne est allée pour ses affaires. Le tourisme culturel, vous connaissez, le tourisme culturel, c'est une forme de tourisme qui a juste en fait pour but de découvrir la culture et le patrimoine soit d'une région, soit d'un pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a du tourisme de région et on veut découvrir la culture, le mode de vie des habitants et le patrimoine d'un pays. Et en fait, on va aussi, il y a une déviance de la forme du tourisme culturel qui est le tourisme créatif. En fait, dans ce tourisme culturel, on va aussi chercher à s'instruire et à apprendre à travers des activités avec les locaux. Donc vous allez aller avec des locaux et faire des activités pour apprendre à cuisiner comme eux, apprendre à construire comme eux, à façonner comme eux. Vous allez vous imprégner de leur culture. Donc voilà, il y avait le tourisme culturel, aujourd'hui on voit un tourisme créatif qui découle de ce tourisme culturel. Et ensuite, il y a eu le dark tourisme. Donc normalement, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais le dark tourisme, c'est hyper connu et de plus en plus aujourd'hui. En fait, c'est du tourisme noir au sens littéraire, mais ça va consister à visiter des endroits où on va ressentir de la souffrance, pas physique, hein, pas forcément physique. On va ressentir, ça va évoquer la mort ou la peur. Par exemple, le camp d'extermination d'Auschwitz.
ou la centrale nucléaire de Tchernobyl. Voilà 2 exemples en Europe qui peuvent définir le dark tourisme. Et ensuite il y a le tourisme vert ou l'écotourisme qui a de nom. Ce tourisme vert, il va être vraiment axé sur le développement durable, les écosystèmes, tout ce qui est le tourisme rural en particulier, parce que c'est vrai que quand on évoque les campagnes, on va penser surtout à tout ce qui est agriculture, élevage. Donc ça fait une partie des tourismes, du tourisme vert. Et ensuite, le dernier qui est pas très connu, c'est l'e-tourisme, parce que c'est pas tant développé que ça. En fait, c'est juste tout ce qui est les réservations en ligne et la dématérialisation des outils du tourisme. Donc, on va aussi compter dedans la culture dématérialisée. La troisième partie, je vais vous la montrer d'ailleurs, statistiques et conséquences. Vous allez voir pourquoi il y a ça. Donc, on va voir ensemble les statistiques et les conséquences. D'abord les statistiques, parce que ça c'est les plus marrants. Hein. Donc, à votre avis, qui sont les pays qui ont le plus de visiteurs? Il y a 3 pays qui ont le plus de visiteurs dans le monde. Ouais, c'est bon, vous avez trouvé les 3. Voilà. Donc top 1 France, deuxième USA, enfin États-Unis, troisième Espagne. Donc c'est-à-dire que ça c'est les pays qui ont le plus de visiteurs. Et on va essayer de trouver une corrélation parmi les 3. Donc la rentabilité du tourisme, quels sont les pays qui gagnent le plus grâce au tourisme? Voilà, en 2017, c'est les États-Unis qui ont gagné le plus grâce au tourisme, ensuite l'Espagne, et ensuite c'est la Thaïlande qui a gagné beaucoup. Voilà. On va pas développer ce sujet parce que j'ai pas fait de recherche, donc je ne sais pas pourquoi. Ok. Et donc, quels sont les pays qui dépensent le plus dans le tourisme en 2017? Donc voilà. Alors, on va expliquer certaines choses parce que c'est bien marrant de dire tout ça, tout ça. Mais ce qui est marrant déjà, faut savoir que c'est en 2017. Et le truc qui est intéressant, c'est la Chine et l'Allemagne. Dans les dépenses, dans ceux qui dépensent le plus dans le tourisme. La Chine, elle va énormément dépenser pour le long terme en fait. L'Allemagne, ils vont beaucoup dépenser dans des infrastructures. En fait, ils vont beaucoup dépenser, pas forcément dans tout ce qui est publicité, mais vraiment la gestion de leurs touristes et de leur tourisme. Mais ce tourisme, il a des conséquences. On va voir qu'il y a beaucoup de pollution et de nuisances, principalement. Tout ce qui est déchets laissés par les touristes, pardon, le bruit, que ce soit les bruits des transports ou autres. Pardon, on parle de la période pré-Covid. Toujours. On parle toujours de la période pré-Covid. Et donc avec ça, il y a une dégradation d'écosystèmes. Tout ce qui est, que ce soit dégradation ou destruction des écosystèmes et des paysages. Quelque chose de super important aussi, la privatisation du patrimoine. On va chercher à rendre ça rentable. Du coup, il y aura des particuliers, des professionnels qui vont, pas publics, hein, qui vont chercher à s'approprier des espaces très touristiques pour se faire de l'argent. Et ensuite, il y a une surfréquentation dans certaines zones, qui sont par exemple Venise. Et ça, c'est une conséquence du tourisme. Et on va voir quelque chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est que pour calculer tout ça et les conséquences de ce tourisme, on va utiliser une notion que vous avez déjà dû entendre aujourd'hui, qui est l'empreinte écologique. Je récupère la définition de géoconfluence. C'est un indicateur de pression exercée sur l'environnement. Et cette empreinte écologique, elle n'est pas définie, elle est variable. Elle va être variable parce que ça va dépendre de si vous faites du tourisme dans votre région. Ça veut dire que vous n'aurez pas utilisé beaucoup de transport. Si vous avez fait du tourisme dans un autre pays, vous avez besoin d'utiliser de gros transports, donc par exemple l'avion. Et cette empreinte écologique, elle va être vraiment variable en fonction de là où vous allez, là où vous vous déplacez et ce que vous faites en particulier. Et du coup, quelle est la place du tourisme dans notre monde actuel? Merci à tous du coup d'avoir été là. Tous ceux qui étaient là au début, tous ceux qui étaient là à la fin.